C'est avec beaucoup d'émotion, une très forte émotion, que je prends la parole devant ce plénum, ce grand rassemblement des militantes et militants de l'UPADS, animé des sentiments qui inclinent à l'unité et à l'espoir, ainsi que je le lis dans les regards et comme je le sens par les ondes qui me parviennent à cette tribune. L'unité, oui. Pour en finir avec cette incompréhensible guerre des égos que se livrent inlassablement les héritiers de Pascal Lissouba, chacun revendiquant une certaine légitimité et une part de l'héritage. L'espoir encore, oui, de voir se pérenniser son œuvre comme le prélude, le refrain de notre chanson fétiche que nous entendons à chaque rencontre en affirmant fièrement que l'UPADS ira jusqu'au bout du monde et ne faillira pas. Et pour résumer, rétablir notre crédibilité bien écornée, en nous épurant par les épreuves à surmonter, telle est en définitive la démarche, la ligne stratégique que suggère notre congrès qui s'ouvre ce 20 novembre, soit 5 jours seulement après la date anniversaire de Pascal Lissouba, que nous célébrerons comme d'habitude avec ferveur, mais avec un léger différé. Mesdames et messieurs, chers invités, chers camarades, depuis son dernier congrès jusqu'à cette date, l'UPADS a connu tant de drames. En effet, le parti a enregistré la perte de plusieurs de ses dirigeants émérites qui ont marqué d'une pierre blanche son histoire. Le plus emblématique, le plus juste de tous, c'est de toute évidence Pascal Lissouba, notre chef, physiquement absent dans cette salle, mais présent dans nos cœurs meurtris et attristés. Pour lui, nos larmes ne cessent de couler, le vide abyssal qu'il laisse ne se comble pas. Rappelé à Dieu, il a tiré sa révérence le 20 août 2020 à Perpignan, dans le sud de la France. Nos militants lui ont rendu un vibrant hommage à Brazzaville et dans tous les sièges de nos coordinations départementales. La République, quant à elle, reconnaissante, nous en sommes sûrs, lui rendra à titre posthume les hommages mérités dus à son rang et prononcera sans aucun doute son éloge funèbre, ce que nous attendons. Viendra le tour des historiens, qui, avec le temps et l'objectivité qu'exige la rigueur épistémologique de leur doctrine, rétabliront pour la postérité la vérité sur la gouvernance de Pascal Lissouba à la tête du Congo de 1992 à 1997. Pascal Lissouba, c'est lui qui a initié le projet politique, lequel a donné naissance à l'UPADS et auquel nous sommes associés. Notre engagement à le pérenniser, à le densifier, à défendre les idées de paix, de patriotisme et de progrès qu'il professe, en lui apportant bien sûr une fraîcheur et une jeunesse là où cela est nécessaire, et pour nous un sacerdoce qui renvoie d'une certaine manière à l'interpellation de Frantz Fanon dans Les damnés de la terre, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » Fin de citation. Dans la même veine, et en dépit des vicissitudes de la vie politique, la forte personnalité de Pascal Lissouba ne peut nous faire oublier, ne peut occulter ses compagnons qui ont œuvré à ses côtés et ont porté haut le flambeau des 3 palmiers. Ils sont nombreux, mais il est impossible d'ignorer Christophe Mukwege, Ngila Mungunga Nkombo, Martin Berry, Dominique Nimi Madingu, Dominique Matanga ou leurs aînés Kikunga Ngot, Augustin Poignet, Dominique Tamba, Justin Kessi et j'en passe. Le congrès de l'UPADS, qui a fait couler tant de salive et d'encre, qui a été le prétexte de création des dissidences sous le couvert des courants dont le concept a été dévoyé, s'ouvre aujourd'hui dans un climat apaisé à la satisfaction de tous. De mémoire des militants des premières heures, jamais un congrès de l'UPADS n'a été aussi attendu et revendiqué à corps et à cri, y compris par ceux qui, de bonne foi, étaient soucieux de conformer le fonctionnement de leur parti aux normes statutaires strictes, oubliant hélas les autres contraintes qui s'imposaient à nous. Sans amnésie aucune, transcendant les péripéties regrettables qui nous ont déshonorés et qui ont même fait douter de notre capacité à organiser le congrès à cette date.
Tout appartient désormais au passé, d'autant que ces vilainies n'ont pas arrêté la marche inexorable du parti vers son destin. Qu'il me soit permis à l'instant où j'écrase une larme de congratuler tous ceux qui ont activement participé à l'aboutissement heureux de ce processus et qu'il me pardonne de ne pas les citer tous, si nombreux qu'ils sont, avec le risque d'en oublier certains. Mais comment ne pas citer le camarade Adam Boussou Diangou, qui s'est particulièrement illustré dans l'organisation réussie du Forum sur l'unité et la réconciliation au sein du parti, tout autant que dans la conduite avec maestria de la commission préparatoire des congrès départementaux et pour culminer à la présidence de la commission d'organisation du congrès. Qu'il en soit remercié. Et que dire des membres du secrétariat national qui m'ont accompagné dans le travail du parti et dans ma vie de famille, toutes les fois que les occasions se présentaient, partageant avec moi mes peines et mes joies, que le Congrès les hisse aux plus hautes responsabilités au sein du parti. Sur cette même page de reconnaissance, en réalité, je citerai toutes les coordinations départementales pour le dévouement et la fidélité dont elles ont fait montre à mon égard. À l'une d'elles, du fait qu'elle ait été en première ligne pour affronter avec courage, constance et détermination la dissidence qui avait trouvé refuge dans sa circonscription, je lui décerne la palme d'or. Il s'agit, vous l'avez compris, de la coordination de Pointe-Noire. Pour ma part, je ne vous cache pas ma fierté d'avoir eu à mes côtés des hommes et des femmes, tous âges confondus, dotés de grandes qualités morales et intellectuelles, qui fondent mon espoir de voir se poursuivre l'œuvre de Pascal Lissouba, brutalement interrompue. Avec eux, et peut-être grâce à eux, j'ai bien intériorisé la pensée de Léon Tolstoï, selon laquelle les plus grands guerriers de la vie, c'est la patience et le temps. Je m'en suis bien inspiré. Camarades congressistes, mes chers camarades, le congrès tant attendu est là. Oui, il est là. Comme en 1995, en 2006 et en 2013, vous êtes venus de tous les départements du Congo et de l'extérieur du pays, de France notamment, pour vivre cet événement et tracer un nouveau cadre qui reconfigurera les contours de notre parti pour les 5 prochaines années au plan structurel et fonctionnel. Comme hier, c'est encore ici, au bord du puissant et majestueux fleuve Congo, où se dresse avec fierté l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française et brièvement capitale de la France libre, mais aussi vitrine de la vie politique congolaise, que nous avons choisi de nous retrouver. Puisse donc Brazzaville, la ville historique et mythique, refuge de l'honneur et de la souveraineté de la France sous l'occupation allemande, inspirer nos réflexions et nos analyses sur le parti, le pays et vocation panafricaine oblige, l'Afrique, notre continent, en proie des désordres institutionnels et confronté à tant de défis sociaux, économiques et écologiques. Mes chers camarades, en votre nom, je voudrais avant tout souhaiter une bienvenue chaleureuse, fraternelle et amicale à chacun des présidents des partis frères et amis ici présents qui nous ont fait l'honneur de vivre avec nous cet événement. Votre présence à nos côtés, mes chers camarades, nous touche au plus profond de nous et revêt une double signification. D'abord, une marque d'amitié et de solidarité. Elle rehausse le crédit de notre démocratie dite apaisée, que nous voulons apaiser, et constitue un geste fort qui exalte les valeurs républicaines et du vivre ensemble. Ensuite, une réaffirmation de la proximité idéologique de nos partis qui appartiennent pour la plupart à la social-démocratie. Ce courant philosophique qui prend en compte les exigences historiques et sociales de notre temps. Aussi, pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour prouver que la social-démocratie, dans sa diversité, existe au Congo et qu'elle n'est pas menacée de déclin, comme l'autre gauche réduite aujourd'hui au radicalisme révolutionnaire issu de la Troisième Internationale. Dans notre réflexion sur l'assise de la social-démocratie au Congo, il nous revient à nous, dirigeants des partis sociaux-démocrates, si nous croyons réellement à cette doctrine, de réfléchir à un possible regroupement des forces de la gauche démocratique, ce qui serait la réponse appropriée à l'interpellation de nos camarades sociaux-démocrates d'Afrique centrale qui ne comprennent pas la dispersion et surtout l'antagonisme entre les partis sociaux-démocrates du Congo où un des leurs est au pouvoir.
la présence dans cette salle de tant de présidents des partis nationaux ou leurs représentants dûment mandatés. Ils sont venus nous rappeler le lien insoluble qui nous unit à jamais, par-delà nos différences réelles ou supposées, sur la vision de la société et des faits qu'elle engendre. Il faut donner la priorité au Congo, était la rengaine de Pascal Lissouba, patriote convaincu qui sublimait son pays par-dessus tout. Le vivre ensemble, le pacte républicain sont les marqueurs que nous avons repris dans notre programme au sein de l'opposition et qui participent de cette conception fraternelle d'une démocratie véritablement apaisée et participative. Pour revenir à nos invités, la présence remarquée du Parti congolais du travail qui a été d'ailleurs très applaudi, le parti au pouvoir au Congolais, le parti au pouvoir au Congo, mérite qu'on s'y attarde un moment. D'abord, elle nous assure qu'une autre approche managériale de la vie politique congolaise est possible. En effet, l'UPADES et le PCT appartiennent tous les deux au socle de la gauche historique et démocratique. Ils se réfèrent tous les deux à la social-démocratie. Quoique cette parenté idéologique soit encore loin d'être affirmée et exploitée par l'un et par l'autre, cette identité commune ne pourrait-elle pas constituer demain le fondement véritable du vivre ensemble entre les deux plus grands partis de la gauche au Congo? Bien sûr, pour y parvenir, en raison des drames qui jonchent leur parcours, il est encore si long. De même, le contentieux qui les oppose, après toutes les violences que le pays a connues et qu'il faut bien un jour solder, est encore si lourd. Mais ne dit-on pas que la politique est le domaine des grands hommes? Ne l'oublions pas, mes chers camarades. Le Congo est un pays vulnérable, dont les fondamentaux demeurent fragiles. Il nous faut par conséquent nourrir le vivre ensemble et en renforçant les équilibres. Auparavant, il est nécessaire de donner de la substance au concept pour ne pas en faire un slogan creux ou une simple plaisanterie éculée. La question de vivre ensemble au Congo est donc un enjeu qui interpelle à la fois l'histoire, la politique, la sociologie et qui met en évidence les défis de l'intégration nationale. Malheureusement, elle se heurte à 4 obstacles. L'héritage historique et sociopolitique, le poids des ethnies dans la construction inachevée de la conscience nationale, les failles du système politique et institutionnel et la peur du que dira-t-on ou que pensent nos militants. Mes chers amis, l'histoire est comme une lampe qui éclaire notre marche. Celle du Congo est une succession d'événements tragiques qui ont souvent fortement endeuillé la nation et déchiré le tissu social à cause principalement du fait politique. La classe politique congolaise doit tirer les leçons de son passé en revisitant les événements de notre histoire, en méditant particulièrement la crise politique du 28 novembre 1958, née du conflit entre le MSA et l'UDDA, de Jacques Opango et de Fulbert Yolo. Il y paraît clairement que la radicalité des uns et l'indifférence ou le mépris des autres plongèrent le pays dans le chaos avec le déclenchement 2 mois plus tard, en février 1959, de la première guerre civile du Congo. Cette guerre inaugura la violence politique dans notre pays avant d'atteindre son point d'orgue le 5 juin 1997. Comment ne pas alors intégrer dans la réflexion sur le vivre ensemble la dimension ethnique devenue un enjeu de contrôle du pouvoir et un frein à la réalisation de nos grands desseins? En effet, le pouvoir d'État est perçu comme un levier au service d'un groupe au détriment des autres, ce qui évidemment ralentit l'engagement patriotique et la solidarité nationale et entrave la consolidation de l'État-nation. Les failles du système politique institutionnel impactent indubitablement notre vision nationale, avec un État faiblement structuré qui peine à se décentraliser en raison d'une culture fortement jacobine. De même, la forte personnalisation du pouvoir affaiblit les institutions publiques au profit des lobbies de tout genre qui en tirent le plus grand bénéfice. En perspective, le vivre ensemble devrait être fondé sur 3 valeurs essentielles: le patriotisme, l'éthique et le mérite, qui doivent devenir le moteur de l'action publique et du comportement citoyen. Ajoutez à cela la parfaite connaissance de l'histoire nationale dans sa plénitude et non pas en sublimant un seul héros. De ce fait, la création d'un panthéon congolais, véritable musée national, répondrait à cette exigence citoyenne plus que pressante.
que cette vérité soit entendue par tous. Le véritable problème du Congo n'est pas tant la démocratie pluraliste, mais la prise en otage des leaders qui gouvernent par les membres de leur communauté ethnique par délégation. De ces assertions, faut-il croire que le débat sur la démocratie, cette belle invention de la Grèce antique, serait relancé dans toute la compréhension du terme? Sans doute, puisque pour sa part, Yachamou, ce brillant politologue, nous avertit des dangers qui guettent la démocratie dans son essence, avec notamment sa transformation en société multiethnique et qui aurait pour conséquence la montée des populismes, le renforcement des inégalités et les tensions intellectuelles. Et de conclure son analyse par une autre réflexion, je cite, « Le peuple contre la démocratie, véritable bombe qui est le défi politique majeur du XXIe siècle. » Pas étonnant de lire ces fantasmes du genre « Il nous faut un Poutine dans notre pays » ou encore « Trump est un demi-fou, mais il tient bien son pays de main de maître. Hitler n'a été qu'un compromis, qu'un incompris de l'histoire. » Et pour conclure sur ces délires, je cite, « Le Rwanda est le plus bel exemple en Afrique subsaharienne de gouvernance et de démocratie réussie. » Pour ces pourfendeurs de la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, l'alternance démocratique ne sont que des phases cultes de la poudre de perlimpinpin. Quant à nous, militantes et militants de l'UPADS, la démocratie est une exigence de la gestion moderne de nos États, à condition qu'elle puise dans la riche culture africaine, dans son tréfonds, les éléments d'enrichissement, gage d'universalité. L'offre africaine en matière de démocratie est certes modeste, mais elle existe. Le dialogue fécond, le partage, le consensus, l'éthique pourraient être la contribution africaine à cette civilisation hellénique. Voltaire, de son côté, disait que la démocratie est comme ce feu que l'on prend chez son voisin, que l'on allume chez soi, que l'on communique à d'autres et qui finalement appartient à tous. Ainsi, dans l'histoire, la flamme de la démocratie sera-t-elle passée de la Grèce antique à l'Occident avant de se répandre dans le monde entier? Au moment où s'ouvre le deuxième congrès ordinaire de l'UPADS, je ne peux m'empêcher de réaffirmer l'esprit d'ouverture au monde qui a toujours caractérisé notre parti et son président depuis sa création. Parti de gouvernement qui aspire toujours aux hautes fonctions d'État, l'UPADS revendique cette ouverture et exprime sa préoccupation face à un monde de plus en plus agité et tourmenté. Manifestement, la logique des armes semble avoir pris le dessus sur l'intelligence et la sagesse humaine, mettant en péril la sécurité internationale. En prime de cette menace réelle sur la paix, se trouve la guerre meurtrière et destructrice que se livrent voilà près de 3 ans la Russie et l'Ukraine. Cette guerre a ravivé les passions nationalistes entre deux pays qui vivaient en parfaite harmonie au sein de l'Union soviétique et transcendaient tant bien que mal les péripéties de leur histoire tumultueuse. Plus grave, elle fait courir au monde le risque de déflagration nucléaire, les deux belligérants disposant chacun de l'arme atomique. Une fois encore, l'ONU ou ce qu'il en reste a montré son impuissance qu'exploitent l'OTAN et l'Union européenne par leur soutien actif à l'Ukraine, tout autant que les alliés discrets mais efficaces de la Russie. Bien sûr, pour l'UPADS, que cette guerre s'arrête au plus tôt pour faire l'économie de tant de dommages matériels et humains. Nous reconnaissons en cela sa sensibilité sur les questions écologiques qu'il partage d'ailleurs avec le président Pascal Lissouba pour le regard que lui également portait à la nature, à la terre, à la planète tout entière. Outre sa formation d'agronome et de phytogénéticien, il aussi c'est lui qui, dans les fonctions politiques qui furent les siennes, eut à présider à la ratification de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, sous les auspices de laquelle se tiennent les conférences climatiques actuelles, les COP, comme on le dit. De même, c'est lui, Pascal Lissouba, pour tenir compte de l'exigence saisonnière, avait ramené au 6 novembre de chaque année la date du planting des arbres initialement prévue au 6 mars. Beaucoup ne le savent pas que Pascal Lissouba voulait unir en paix et prospère, d'où son engagement total dans le combat libérateur et pour l'idéal panafricain qui a toujours été son rêve et même son obsession. Dès sa création, notre parti a proclamé son africanité en s'identifiant comme tel dans cette dénomination
Union panafricaine pour la démocratie sociale. Indéniablement, notre option panafricaine demeure inébranlable. Nous croyons en l'unité africaine parce qu'elle est la seule solution d'avenir pour notre continent. Cette thèse est si connue pour y être longuement développée ici. Avec ses nombreuses richesses, sa démographie croissante, sa jeunesse dynamique, de plus en plus formée et décomplexée, l'Afrique reste un acteur incontournable dans le monde, en dépit de sa faiblesse dans les échanges internationaux. Il convient ici de saluer les quelques avancées dans le cadre de l'intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est du continent, du Sud aussi, et de l'espoir que suscite la création de la zone de libre-échange continentale africaine, même si les instruments de ce grand marché commun tardent à se mettre en place. Prenons-en conscience. Ensemble, nous serions encore plus riches et donc plus forts. La classe politique africaine, dans son ensemble, ne saurait ignorer les attentes pressantes des populations, en particulier de cette jeunesse qui revendique plus de démocratie, plus de progrès économique et social, plus de souveraineté retrouvée et assumée. Camarades congressistes, enfin, faut-il le rappeler, l'UPADES est né de la volonté d'hommes et de femmes, mus par l'espérance qu'avait suscité le retour du multipartisme dans notre pays. Porté au pouvoir par les unes au cours des premières élections démocratiques de l'histoire moderne de notre pays, l'UPADES a pour vocation de rassembler les Congolaises et les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les trois palmiers qui en sont son emblème, sa représentation imagée, ne saurait s'identifier à trois départements du Congo, le Niari, la Bouenza, la Lékoumou, comme le disent calomnieusement nos détracteurs. Il symbolise au contraire notre passé, notre présent et notre futur dans un Congo uni. En 34 ans d'existence, presque jour pour jour, au moment où nous tenons ce congrès, nous sommes interpellés par notre histoire, par les leçons de notre parcours et singulièrement sur le sens du combat qui est le nôtre. De l'euphorie des victoires méritées de notre parti aux élections de 92, nous avons sacrifié le rêve du professeur Pascal Lissouba sur l'autel de l'indiscipline, des intrigues et de la cupidité. Nous avons connu les affres d'une guerre odieuse et fratricide dont les stigmates restent perceptibles dans notre société. Et jusqu'à ce jour, alors que certains continuent d'œuvrer à la disparition pure et simple de l'UPADES, les divisions internes, animées par des débats souvent théoriques et stériles, continuent d'entraver le parti dans sa marche vers la reconquête démocratique du pouvoir. Malgré ces vicissitudes, notre combat n'a pas changé. Il demeure celui de la restauration d'un véritable état de droit démocratique et décentralisé en République du Congo, là où régnerait enfin la bonne gouvernance publique, économique et électorale, dans une société apaisée, résiliente, juste, garante des besoins vitaux des Congolais et promotrice de l'égalité des chances. 34 ans plus tard, l'évolution du contexte sociopolitique de notre pays nous pousse également à nous réinventer, non pas en dehors des fondamentaux de la vision politique qui est la nôtre, mais davantage dans l'appréciation de nos faiblesses, de nos forces et de la manière dont nous devons œuvrer à la transformation positive et profonde de notre pays, le Congo que nous aimons tant. Le présent congrès, le deuxième ordinaire de son histoire, se tient sous le thème « Militants et sympathisants de l'UPADES dans l'unité et la discipline, fidèles aux idéaux du professeur Pascal Lissouba, rendons à notre parti son énergie conquérante pour un Congo nouveau. » Il nous faut convaincre particulièrement cette génération majoritaire qui n'a que peu connu le professeur Pascal Lissouba, de la pertinence de la vision que nous partageons tous et celle du combat que nous poursuivons encore aujourd'hui. Tout en reconnaissant les manquements éventuels qui ont pu être les nôtres dans nos rapports mutuels et militants, dans les efforts, les sacrifices et la discipline consacrés au parti et dans l'esprit de service à la cause du peuple, il nous faut enfin retrouver cette énergie conquérante pour que se réalise notre rêve d'un Congo nouveau. En cela, l'UPADES qui a su résister pendant tant d'années au mauvais sort connu par tant d'autres partis politiques demeure le legs le plus précieux laissé par notre président fondateur. Ceci néanmoins à condition que nous soyons à la hauteur des enjeux de notre temps et des attentes de notre peuple. Les congrès départementaux qui venaient de se tenir avec la participation enthousiaste des militants sur l'ensemble du territoire national ont fixé les orientations nécessaires afin de redynamiser notre parti. La promesse est celle d'un parti uni, modernisé,
réorganisé, autonome et décentralisé, capable d'affronter avec courage les batailles présentes et à venir. L'unité ne se réalisera pas sans démocratie interne et surtout sans la discipline exemplaire à tous les niveaux de l'échelle du parti. La modernisation passera notamment par la digitalisation, le renforcement des mécanismes de communication, la formation des cadres et militants, ainsi que par la prise en compte effective des thématiques nouvelles. À plus de 60 000 adhérents dénombrés aujourd'hui à la suite de la récente campagne nationale d'adhésion et d'enrôlement à l'UPADES, nous devons désormais être capables de compter sur notre propre force collective pour le financement des activités du parti. En somme, chers camarades, le sort de l'UPADES, parti du professeur Pascal Lissouba, est plus que jamais entre nos mains. L'UPADES de demain, que nous venons de décrire, ne pourra se construire sans rigueur, sans engagement militant, sans discipline, sans solidarité, sans courage, ni même sans détermination. Saisissons cette opportunité que nous offre notre deuxième congrès ordinaire pour prendre ce nouvel élan, pour réaffirmer notre attachement à la vision et aux idéaux de Pascal Lissouba, pour rebâtir les fondations de la confiance du peuple et pour retrouver notre place de parti moteur sur l'échiquier politique congolais. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux du deuxième congrès ordinaire du parti. Vive l'UPADES! Hommage au professeur Pascal Lissouba qui demeure à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits. Vive le Congo, notre cher beau pays. Vive la solidarité africaine. Je vous remercie.